Bonsoir à tous, excellente fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques. Nous mettons ce soir sur la table deux discussions, entre autres sujets, la demande de l'État ivoirien au royaume marocain, l'imposition aux Ivoiriens ayant le passeport ordinaire d'un visa d'entrée. Nous reviendrons sur les motivations et la campagne Stop aux sorciers numériques pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux lancée par le ministre Amadou Coulibaly de la communication. Vous pouvez vous joindre à nous sur nos réseaux et nous lâcher des commentaires sur nos différents sujets. Bienvenue au Talk des vacances. Le monde fête l'Assomption et bonne fête à vous tous. Donc c'est jeudi férié, vous en profitez un maximum. Et nous sommes au travail pour vous tenir compagnie et merci de rester avec nous donc, en ce jour férié de l'Assomption sur Live TV, la télé sans filtre. Excellente fête à vous tous. Bonsoir ça va, Eric. Ça va bien. Ça vous avez va très prié bien. aujourd'hui. C'est l'Assomption. Comme tous Si les vous êtes jours. catholique, si vous êtes catholique, vous avez prié aujourd'hui. Comme tous les jours. On a tous prié, comme tous les jours d'ailleurs. Comme tous les jours. Pour Gandhi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Tu as prié. en général. Je vous salue Marie, ça vous dit? Je vous salue Marie, ça vous Ça dit? commence fort. Oui, d'accord. Ça... Alors bien de choses à tous ceux qui sont pratiquants de la Vierge Marie, D'accord. particulièrement à toutes les femmes qui sont bien. en souffrance en ce moment. Très bien. Je suis un adepte de Marie, donc à tous ceux qui sont adeptes de Marie, bonne fête. À D'accord. tous les catholiques du monde entier. L'Assomption, ce serait la montée de Marie. D'accord, très bien. Je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent, il y a des hommes également qui souffrent. Il faudrait peut-être avoir une pensée pour eux aussi. Non, pour aujourd'hui, moi je m'adresse aux femmes particulièrement. Puisque Marie était une femme, j'ai fait un coucou à toutes les femmes. Les jours autres, je ferai un coucou aussi aux hommes. Très bien. Moi qui D'accord. traité de féministe, hein, attention. En tout cas, bonne fête à vous tous. Masculiniste. Nous allons Bonne passer fête à toi. une excellente émission donc, pendant cette fête de l'Assomption ensemble et décortiquer nos différents sujets dans cette émission. Et justement, le premier sujet se trouve dans Ça fait l'actu. Ça fait l'actu nous emmène à la lutte contre l'immigration clandestine. Après la Tunisie, la Côte d'Ivoire instaure le visa d'entrée au Maroc aux Ivoiriens, détenant donc le passeport ordinaire, le passeport vert, celui que nous avons tous. Donc pas le passeport service, et pas le passeport diplomatique, n'est-ce pas? À partir du 1er septembre. À partir du 1er septembre 2024, c'est cela? OK? Très bien. Qui revient donc sur cette information? Arnaud Goï. Oui, donc la Côte d'Ivoire a décidé pour freiner l'immigration clandestine de demander au Maroc, à la Tunisie également depuis l'année passée, d'instaurer un visa. Pour la petite histoire, on n'avait pas de visa pour des brefs séjours au Maroc. Lorsque vous alliez au Maroc pour 1 ou 2 ou même jusqu'à 3 mois, vous n'aviez pas besoin d'un visa. Mais maintenant, on aura besoin d'un visa pour aller au Maroc parce que ces pays-là, Maroc, Tunisie, etc., sont des lieux de passage pour les personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire et qui souhaitent se rendre sur les côtes européennes, donc ce qu'on appelait l'immigration clandestine, parce que l'immigration, ça c'est pour eux. D'accord. Donc l'immigration clandestine. D'accord. Avant de vous demander donc, quelles sont les raisons de cette nouvelle demande, je vais vous permettre d'utiliser vos panonceaux tout de suite. OK. D'accord ou pas d'accord avec cette décision? Vous êtes libre d'être objectif. Le gouvernement ivoirien a pris cette décision à contacter le royaume chérifin. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Arnaud n'est pas d'accord. Aïcha non plus n'est pas d'accord. Et puis le seul qui est en accord avec cette décision, c'est bien Gandhi qui va nous dire ses raisons. Bon, en fait, je pense qu'aujourd'hui, un visa entre deux pays, pour le principe, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a déjà un visa avec les pays occidentaux, tels que les grands pays développés. En dehors des pays de la CEDEAO, on a la libre circulation des biens et des échanges. Les pays aujourd'hui qu'on peut appeler les pays de l'Afrique du Nord, compte tenu de la situation qui prévaut, puisque nous avons constaté que certains migrants prenaient se prévalaient de la nationalité ivoirienne pour aller faire certaines choses au niveau du Maroc. C'est fort de ce constat-là. Et pour pouvoir quand même juguler le taux migratoire, la Côte d'Ivoire a décidé sur une période de 2 ans. Donc pour ma part, chaque fois qu'il y a un problème qu'on peut le solutionner, si c'est une solution éphémère, moi je suis partant pour ça. Ça ne me gêne pas. Voilà. D'accord. Aïcha. Oui, Pas alors d'accord. après, c'est une solution éphémère, mais une solution qui est coûteuse. Dans les faits, un visa n'a jamais été gratuit, sauf cas exceptionnel. Donc c'est une sorte de barrage, en quelque sorte, virtuel, tangible même. C'est une sorte de... Le visa a toujours été, et je pense restera toujours
J'en perds les mots en fait. Un obstacle, effectivement, c'est une ligne de dissuasion en fait. C'est le mot que je cherchais. C'est pour ça qu'il est payant. Et c'est pour ça que avant d'obtenir, même quand on paye, on n'est pas garanti d'obtenir le visa. Et puis j'ai l'impression aussi, alors les propos du porte-parole du gouvernement ont été à peu de choses près, ce qu'il a exactement dit dans le cas de la Tunisie il y a un an, vu qu'on prétend que de nombreux Ivoiriens sont parmi les candidats à l'immigration, eh ben on va faire ça temporairement dans l'idéal, comme si on avait des choses à prouver, quoi. Je vois ça un peu comme une régression. On a utilisé le terme régression l'autre fois par rapport au sport. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. Parce que le visa a d'abord été... il n'y avait pas de visa à la base. Donc, on était sur un visa, on l'a retiré, et là on repart vers cette démarche-là avec le Maroc. C'est un peu une sorte de retour en arrière pour moi. Et encore une fois, c'est dissuasif. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un visa. Or, on travaille en étroite collaboration avec eux pour le commerce ou plein d'autres choses. Donc c'est un peu... Et la CAN arrive aussi. Très bien. On reviendra donc sur cet aspect. Elle parle de régression. Le gouvernement dit que c'est une solution donc à l'immigration clandestine, Arnaud Goï. Oui, c'est une solution. Je ne suis pas contre le fait que ce soit une solution. Mais pour moi, cette solution est symptomatique du fait qu'on n'a pas pu enrayer en fait le mal. Et pour moi, c'est comme casser le thermomètre qui ne fait pas forcément baisser la fièvre. Pourquoi ? Parce que le véritable problème, c'est qu'on a des personnes ivoiriennes ou qui se prétendent ivoiriennes qui ont en général le passeport ivoirien ou la nationalité ivoirienne acquise normalement ou frauduleusement et qui vont dans ces pays-là. Donc, pour s'assurer que les gens ont effectivement de bons passeports, de bons papiers, etc., on met cette mesure. Premièrement, elle va freiner, comme Aïcha l'a dit, c'est un frein, parce que même ceux qui légalement, si vous, aujourd'hui, vous voulez aller au Maroc, vous êtes obligé de faire une procédure, vous êtes obligé de payer, etc. Deuxièmement, cela prouve que l'État n'a pas été capable de régler les problèmes endogènes, les problèmes d'établissement de passeports, de régularité de nos pièces d'identité, etc., au point où on est obligé finalement de demander à un pays tiers de bloquer en fait l'entrée des Ivoiriens là-bas parce que nous-mêmes, on a du mal à les contenir. Et puis, c'est une sanction. Contrairement à ce que Gandhi dit, quand on lutte pour qu'on ait plus de liberté de circulation des biens et des personnes dans la zone CEDEAO, c'est justement parce que c'est important de ne pas avoir de visa, d'avoir un libre accès, etc. Et les pays se battent justement pour que les passeports puissent donner droit à l'ouverture d'un certain nombre de pays. Si nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, finalement, est demandeuse de visa, aujourd'hui, c'est le Maroc. Donc, quand on aura d'autres problèmes, ce sera quoi ? Les États-Unis, la France, peut-être même les pays de la CEDEAO. Donc, ce sont des problèmes endogènes pour moi qu'on n'arrive pas à solutionner. Oui, non, j'ai été nommé là. Ce que moi je veux dire, dans les années 80, les pays comme l'Italie, en fait bien avant ça, les pays comme la France, il n'y avait même pas de visa. Je veux dire que le visa, ça apparaît toujours par rapport à une situation donnée. Et là, les chiffres sont clairs. Il y a l'agence européenne qu'on appelle Frontex qui a mené des enquêtes et qui a dit qu'il y avait 14 000 il y avait 14 000 migrants étrangers sur les côtes de Lampedusa, qui sont des Ivoiriens. D'accord. Il y avait 15 000 qui avaient été saisis. Voilà. Sur les 15 000... il y a eu l'Organisation internationale de la migration qui a parlé de 12 500. Et là, les autorités ivoiriennes, par le passé, avaient démenti ces chiffres-là. Et quand on a essayé de faire une vérification, il n'en était rien. Aujourd'hui, ça continue. Le constat est clair. Quand vous voyez aujourd'hui certains Africains qui se retrouvent au Maroc, quand on leur demande, vous venez d'où ? Ils viennent de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont un passeport ivoirien. Faut-il laisser faire ou faut-il solutionner le problème par rapport à une situation donnée ? Et je pense que toute situation, toute solution, elle est soit durable ou elle est éphémère. Qu'est-ce que nous faisons actuellement pour ne pas que notre nationalité soit bradée ou pour maîtriser le flux migratoire de nos concitoyens ? Voici la question. Ou peut-être pour ne pas tenir le nom de la Côte d'Ivoire dans la boue. À ces réponses-là, c'est le gouvernement ivoirien qui a demandé que pour une période limitée de 2 ans, on puisse... C'est vrai, toute chose a un coût. Même quand on veut se soigner aujourd'hui, par le passé, les passeports n'étaient pas biométriques, mais aujourd'hui, c'est des passeports biométriques. Tant que le monde va évoluer, tant que le monde bouge, il faut solutionner par rapport aux circonstances données. Voilà. Sans toutefois, en fait, je ne veux pas faire la part belle peut-être aux autorités, mais je veux dire, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut instaurer un visa entre 2 pays où il y a un problème. Je ne vois, pour faire rien qu'un tri sélectif, qualitatif, je n'en vois pas le problème, personnellement. C'est un problème parce que quand tu dis à ton voisin, ferme ta porte quand mon enfant arrive, ça veut peut-être dire que tu n'as pas pu retenir ton enfant à la maison. C'est malheureusement pas le cas. Là, voilà, on parle de 2 États. Je t'ai laissé finir. Donc, ce que je veux dire, c'est que si la Côte d'Ivoire a des problèmes avec son passeport, si la Côte d'Ivoire n'est pas capable d'avoir un état civil ou des passeports qui sont fiables, si tous les jours on est dans des procès de faux passeports, etc., qui sont ivoiriens, des personnes sont condamnées, pas condamnées, mais en tout cas, il y a un problème sur le passeport ivoirien, ce n'est pas la faute aux autres pays. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où il y a des fuites sur le passeport, hein, n'est-ce pas ? Je suis d'accord. Seulement de pays, ça arrive ailleurs. Mais si on ne règle pas ce genre de problème, ça veut dire que finalement, on va demander à tout le monde de fermer ses frontières parce qu'on aura du mal à gérer ce flux-là. Donc, moi, je trouve que c'est un problème
Aujourd'hui, le problème se pose simplement parce qu'il y a la question de l'immigration clandestine vers l'Europe. Non, deux questions. Comme l'Europe met pression, donc forcément on veut freiner, etc. Donc on trouve des solutions palliatives. Mais quand il y aura d'autres problèmes avec d'autres pays, donc à tout moment, on va demander à tous les pays de fermer leurs frontières parce qu'on n'arrive pas à avoir des passeports sécurisés. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais je pense que par moment, quand on veut être objectif, il y a des raisons qui ont été données. Et les faits sont clairs. Certains étrangers prennent le malin plaisir d'utiliser le passeport ivoirien en se prévalant... Comment ils y arrivent? Non, attends, en se prévalant de la nationalité ivoirienne. C'est aux autorités de pouvoir endiguer ce mal-là. Comment ils le font? C'est la solution qu'ils ont donnée. Quelle est la solution que vous aurez il y a beaucoup de solutions. En fait, parce que durant 2 ans, on veut maîtriser en fait, le flux migratoire. On veut savoir qui est-ce qu'il y a derrière, qui fait quoi. Sur 2 ans, moi je pense que pour un État comme la Côte d'Ivoire, c'est peu. Vous voyez, depuis qu'il y a eu le 19 septembre, de 2 ans, hein. Depuis qu'il y a eu le 19 septembre aux États-Unis, les Américains ont pu corser les conditions pour tous ceux qui étaient des pays africains. Entrer chez eux. Oui, entrer chez eux. Il ne s'agit pas d'entrer chez nous. Là, nous, on demande à d'autres pays. Je suis en train de dire, justement parce que nous, notre nationalité, notre image est mise en jeu. Oui. Nous sommes pris comme des faussaires. Donc on parle de l'image. Nous sommes pris comme On va le laisser finir. Nous sommes pris comme des faussaires. C'est-à-dire que certains prennent notre image et ils se prévalent de cette nationalité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui demandons. C'est comme quelqu'un qui quitte chez vous, il vous dit, je suis venu au nom de Gandhi, mais je suis venu au nom de Arnaud. Et là où il va, on vous dit, voilà, cet homme-là est venu au nom de vous. Vous dites, bon, il ne vient pas au nom de moi prochainement. Quand quelqu'un vient au nom de moi, voici comment ça se passe. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, question d'image, effectivement, mais il y a des dommages collatéraux dans cette image. Oui, mais en fait, les gens qui vont devoir être, peut-être fermer leur commerce ou arrêter leurs transactions aller-retour qu'ils faisaient régulièrement entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, ou tout simplement ne pas avoir les moyens d'y aller. En fait, si je peux juste se finir, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on est dans l'ère où on veut se rapprocher justement entre Africains. On parle tous de fermer les frontières en fait, des visas. Et là, encore une fois, je reviens sur le mot régression. Parce que rajouter un visa, qui est une barrière diplomatique et une barrière financière aussi, alors qu'on cherche à casser les visas... Quelle pourrait être la solution? C'est compliqué. Si ce n'est imposer un visa quand même pour contrôler les entrées et être sûr de qui est ivoirien, qui utilise le passeport ivoirien et qui est authentiquement ivoirien. C'est un problème interne. Exactement. C'est un problème interne. Oui, mais quelle est la solution? Mais la solution, c'est quoi? Oui, vas-y. Oui, je viens. La solution, c'est de pouvoir arriver à avoir un état civil et un passeport qui est fiable. Mais justement, c'est pourquoi il y a les 2 ans. Pardon? Les 2 ans. Mais le problème existe depuis près de 10 ans. Il y a les 2 ans pour harmoniser. Depuis près de 10 ans. Doit-on laisser faire ou doit-on arrêter en fait ce que nous condamnons en l'état actuel des choses? Il y a certaines situations dans lesquelles on se retrouve qu'on appelle des thérapies de choc. Ça fait vraiment mal, mais il n'y a que ça. C'est une thérapie de choc. On doit payer, si on doit payer de l'argent pour pouvoir atténuer, influer... Et là, ce n'est pas l'État qui paye, ce sont les individus. Oui, mais attends, à la réalité... Ceux qui ont les passeports diplomatiques... Parlez pas tous ensemble. Si vous parlez tous ensemble, à la réalité, c'est ceux qui compliqué. vont au Maroc, pour la plupart, ils y vont pour quoi? Ils y vont pour du tourisme. Ceux qui vont en France, pour certains, ils y vont pour... Pour des affaires aussi, pas que pour le tourisme. Il y en a qui ont beaucoup d'affaires. Les gens vont en Europe, ils vont en France, ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada, ils ont le visa. Aller au Maroc, faire un visa. Je veux dire que l'instauration d'un visa avec un autre pays n'est pas nouveau. Pour le principe, on le fait avec les pays développés. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un frein. Le constat qui est fait, c'est que ceux qui sont candidats à l'immigration ont beaucoup d'argent sur eux. Okay. Quand ils vont à l'immigration, quand ils tentent, qu'elle soit clandestine ou non, et ils ont beaucoup d'argent sur eux. Donc, ce n'est pas un problème de coût de visa qui va les freiner. On est d'accord dessus. Non, il y a à la fois le coût, il y a la procédure, et puis comme Aïcha le disait, il y a le rapprochement. Pourquoi, dans l'Union européenne, on fait un libre accès dans tous les pays? L'ALENA, qui s'appelle maintenant... Oui, voilà, excuse-moi. L'espace Schengen, justement, dont on parlait. Pourquoi, au niveau de la CEDEAO, on veut qu'il y ait l'un des principes, justement, de la CEDEAO, et de la création même de la CEDEAO, c'est la liberté de circulation de biens des personnes. C'est parce que les gens ont besoin de se rapprocher. Sinon, on peut faire un visa entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, avec ces autres pays-là. Donc, on a besoin justement de briser ces frontières à la fois. On est d'accord que la Tunisie et le Maroc, concernés par cette affaire, ne font pas partie de la CEDEAO. Très clairement. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Donc, on peut dire que l'État ivoirien, donc, prend ces mesures-là, en dehors de la CEDEAO, ça pourrait se comprendre. Moi, ce que je peux dire par contre, je peux dire par contre, où je peux peut-être aller en faveur de mes contradicteurs, dire par exemple que pour cette fois, en fait, va falloir peut-être voir le coût de tout ce qui est en fait dépenses pour le visa. Là, c'est possible. Mais je veux dire, pour le principe, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse instaurer un visa entre un pays et nous, dans la mesure où, à travers ce pays-là, notre image est ternie et certains profitent
pour en fait frauder sur notre nationalité. D'accord. Gandhi, quand tu as pris l'exemple des États-Unis, les États-Unis ont durci leurs conditions pour rentrer chez eux. Oui. Non pas pour sortir, non pas dire à tous les pays, bloquer les gens chez vous là-bas. Oui, mais justement, non, c'est pas ça. Je veux dire qu'on prend toujours une mesure par rapport à ce qu'on vit. Parce que même si aujourd'hui, je suis persuadé que si aujourd'hui des gens venaient venaient en Afrique pour frauder sur la nationalité américaine, les États-Unis allaient prendre aussi certaines dispositions. En fait, en parlant des États-Unis, je veux dire, à une situation donnée, on a toujours en fait des solutions claires, adéquates. C'est ce que je voulais dire, voilà. Oui, mais la solution est symptomatique d'un problème interne. Ouais, ben, je pense qu'il va quand même de notre image et c'est déjà important pour nous-mêmes. Parce que n'importe qui se dit aujourd'hui ivoirien et à n'importe quel prix. Et comment il y parvient? Voilà. D'accord. Quand vous parlez de problèmes entre les États, moi je vous pose la question de savoir est-ce que ça n'a pas soulevé donc, cette affaire, une affaire de problème de relations diplomatiques finalement entre les deux États. Personnellement, La Côte d'Ivoire qui a demandé, est-ce que derrière... Personnellement, je ne crois pas, parce qu'après aussi, il y a la CAN, etc. Et peut-être même, on ne sait pas, hein, est-ce qu'au fond, il n'y a pas eu de discussion avant avec le Maroc, puisque le Maroc va recevoir un flux d'étrangers à la faveur de la CAN. Donc peut-être qu'il y a eu des discussions avant et l'annonce a été faite peut-être par la Côte d'Ivoire. Donc, crise diplomatique, personnellement, je ne pense pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense simplement que c'est symptomatique de problèmes endogènes. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a dit, hein, la décision, c'est vrai qu'elle vient de la Côte d'Ivoire, mais je pense que pour que la décision ait de l'effet, bien qu'elle soit prise, en fait, c'est tout un processus de discussion. Voilà. Il faut d'abord voir, en fait, la diplomatie marocaine, est-ce qu'elle est d'accord? Et je pense que c'est tout ça qui se discute. Donc, il n'y a pas vraiment une crise diplomatique à l'horizon. Je pense que pour la Coupe d'Afrique, déjà, je suis persuadé, et je suis sûr qu'il y a toujours des dispositions exceptionnelles quand on a ce genre d'événement, en fait, qu'on n'ait plus d'Ivoiriens, en fait, qui vont pour les besoins de la cause. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça pourrait être quand même une porte d'entrée ou de facilitation donc, de l'immigration clandestine. Hein, on profite de la CAN, on y va pour regarder la CAN, mais après on ne revient pas. Justement. On essaie d'aller ailleurs. On le constate déjà avec qu'est-ce qu'il faut faire, les compétitions dans les pays développés. Quand les pays africains y vont, ils profitent pour rester avec les athlètes. Mais je pense que, comme on a dit, 2 ans, le gouvernement a donné en fait, un deadline en fait, pour pouvoir voir ce que ça peut pouvoir créer. Mais je crois que même déjà dans les années à venir, les pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire serait obligée à un certain moment de prendre certaines dispositions avec les pays de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, nous sommes le grand hospitalier et ça nous crée pas mal de problèmes. Tant que la vie bouge, tant que la vie est une dynamique, on prend d'autres résolutions. Voilà. D'accord. La liberté aussi favorise beaucoup de choses. Elle a aussi j'ai senti qu'une réponse venait. Je laisse y voir. Voilà. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des produits made in Niger, du bétail, etc., tout ça, qui sont à des coûts, certes élevés, mais relativement abordables, c'est à cause de la liberté de circulation des biens des personnes de la CEDEAO. On espère, si vous cassez on tout espère ça, quand même. vous vous isolez. Merci. On espère que l'État ivoirien, avec l'État, donc le Royaume du Maroc, vont prendre leurs dispositions pour ne pas que, justement, le Royaume chérifin corse les conditions d'obtention de ce visa. Il faut que les choses se fassent en toute fraternité pour, justement, contrôler qui a des papiers en règle, qui a un passeport en règle, un passeport authentique pour avoir le visa et entrer au Maroc pour ne pas être candidat donc, à l'immigration clandestine. Allons tout de suite pour l'info du jour. Dans l'info du jour, nous allons aller sur les réseaux sociaux et parler de cette campagne Stop aux sorciers numériques pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Aïcha, c'est une grande information. L'impact des réseaux sociaux, nous le savons. Hein, donc, pour lancer une fake news et tout de suite, les conséquences derrière sont énormissimes. Oui, on en avait parlé déjà une fois, il me semble, sur le Grand Talk, il me semble. C'est quelque chose de très important. Les gens doivent être éduqués, comme je disais, au numérique. On est dans une transformation numérique qui a déjà lieu d'ailleurs. Donc les gens doivent savoir communiquer autrement. Et moi, quand je circule sur le méta ivoirien, je l'avais déjà dit une fois sur ce plateau de Live TV, je vois des choses, on a fait mourir des gens qui sont en fait vivants. En fait, on appose n'importe quelle image à n'importe quel texte, quelqu'un raconte une histoire sur n'importe quoi. Et on est dans l'ère, comme je le disais, de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est encore plus facile, désormais, de faire de la propagande, en fait. Là, je parle de la propagande parce qu'on est en période électorale bientôt, et donc il va falloir se méfier de ce qu'on voit. Il va falloir authentifier aussi ce qu'on voit. Et je vois surtout des gens qui ne savent pas utiliser correctement les outils qu'ils ont. Parce que, par exemple, sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, du groupe Meta, par exemple, ou d'autres, ils ont instauré une nouvelle case où on doit préciser, en fait, si ce qu'on a publié a été créé par une intelligence artificielle ou pas. Il y a des gens qui mettent oui, alors que ce n'est pas le cas. C'est leurs images.
Donc je veux dire, il faut s'éduquer pour des détails comme ça, mais qui peuvent vous porter préjudice, quoi. Voilà. Très bien. C'est très, très, très important, la sensibilisation au numérique. Le terme Surtout à l'intérieur. la thématique est évocatrice, hein, donc on va dire quoi sorcier numérique, quel est le sentiment que ça te donne? En fait, sorcier numérique, c'est une appellation qui a tout un contenu. C'est en fait tous ceux qui font de la propagande, qui véhiculent les fausses informations, qui profitent en fait de donner de fausses informations. Comme on le dit, les fake news, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on a baptisé comme des sorciers, parce que c'est des destructeurs en fait à la réalité. Aujourd'hui, le problème qu'on a sous nos tropiques, c'est que on n'a pas encore discipliné en fait les réseaux sociaux. Voilà, les usagers des réseaux sociaux ne sont pas disciplinés. Et le constat est malheureux. En Côte d'Ivoire, on écrit tout, on s'exprime sur tout, et sans très souvent même vérifier l'information, la balance, on parle du décès, on insulte, on accuse à tort. Et je pense que il faut pouvoir régir en fait les relations sur les réseaux sociaux, en fait, d'où la notion de sorcier numérique. Voilà. Et je pense que le gouvernement veut qu'il y ait un peu plus de discipline. Je crains aussi qu'en voulant discipliner, pour ne pas qu'on puisse empiéter sur la liberté d'expression. C'est clair, et à l'approche des élections pour 2025, de l'élection présidentielle pour 2025 en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir arriver donc, à réglementer donc, les informations sur les réseaux sociaux, à contrôler et surtout à sensibiliser à la non... La bonne utilisation. La bonne utilisation des réseaux sociaux. Il ne faut pas informer, passer des informations qui ne sont pas justes. Il ne faut pas le faire, n'est-ce pas? Exactement. C'est extrêmement important parce que, déjà, pour rappel, la loi prévoit que celui qui partage une information qui est fausse sur les réseaux sociaux encourt la même peine de prison que celui qui a créé l'information, celui qui a généré l'information. Donc, c'est grave. Donc, du coup, lorsqu'on reçoit une information, il faut systématiquement la vérifier. Il y a des outils aujourd'hui sur les réseaux sociaux de fact-checking qui permettent de vérifier à la fois des informations, mais également des photos et des vidéos. Vous les uploadez et puis ensuite, vous pouvez vérifier s'il y a eu des traces numériques précédentes, etc. Même avec Google Maps, même, vous pouvez vérifier en regardant bien une image, en vous assurant que le véhicule de Google Maps est passé devant cet endroit, comparant les... En fait, bref, il y a une variété d'outils aujourd'hui qui permettent de vérifier l'information, mais c'est extrêmement important. Et comme Aïssa le disait, on est à l'approche d'une élection, on a une génération qui est de plus en plus connectée. Internet, c'est plusieurs millions d'utilisateurs ici en Côte d'Ivoire et plusieurs millions également sur les réseaux sociaux. Et il faut faire très, très, très attention. Il faut faire attention. En Guinée, il y a des pays africains où on a été obligé de fermer ou de faire des restrictions donc, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pendant les élections. Oui, ça, je pense que ça peut être apprécié diversement parce que les réseaux sociaux ont acquis une telle force que certains régimes veulent museler la possibilité qu'elles donnent de pouvoir communiquer. Donc, parce que lorsqu'on veut organiser des réunions, des gens veulent organiser des marches, des sittings, etc., veulent se réunir, ils dialoguent sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'organiser. Donc, pour pouvoir casser cette dynamique-là, on coupe Internet. Donc, ce n'est pas toujours lorsqu'il y a de la mauvaise information, mais c'est souvent pour pouvoir casser des dynamiques de citoyens. Et c'est à ce niveau-là vraiment que l'autorité doit vraiment respecter les libertés individuelles. Voilà, surtout. Parce que c'est bien bon de vouloir réguler, c'est bien bon de vouloir régir tout ce qui se passe sur les réseaux, mais il ne faut pas en abuser, parce qu'il y a aussi les libertés individuelles. Pour l'instant, on ne parle pas de fermer les réseaux sociaux ou le méta, quand les élections vont commencer. C'est pas ça. En fait, dans la discipline, il y a certains droits quand même qui sont inhérents en fait, aux populations. C'est ce que j'appelais les libertés individuelles. Elles sont loin de... Se permettre de se réunir, en fait, permettre la liberté d'association. On peut se réunir, on peut dire... Voilà, il n'y a pas lieu, en fait, qu'on puisse arrêter en fait, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Ce qui est important aujourd'hui, ceux qui divulguent de fausses informations, que ce soit l'auteur, que ce soit celui qui les partage, on court la même peine. Ceux qui diffusent, comme on le dit, les fake news, voici le problème. Mais que des gens puissent se parler par rapport, par exemple, parce qu'ils sont dans une association, là, je pense qu'il y a lieu quand même de baliser les choses et de respecter les libertés individuelles. Après, je voulais juste donner un chiffre. En 2022, si je ne me trompe pas, 23, pardon, le ministre Amadou Coulibaly a parlé d'environ 5 millions de personnes qui ont été victimes de tromperies informatives. Donc, OK, la liberté, c'est bien, mais il faut se responsabiliser. Quand les personnes ne le font pas elles-mêmes, c'est vrai que l'État, parfois, peut intervenir. Il est là aussi pour ça. C'est la plus haute institution. Elle est là pour ça. C'est clair. Intervenir et former, informer, sensibiliser surtout. Que sait-on de cette campagne de sensibilisation? Qu'est-ce qu'on sait de cette campagne? En fait, l'idée réelle de cette campagne, c'est d'éviter la désinformation, en fait.
La désinformation, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on utilise tout ce qui est technique pour pouvoir induire en erreur, pour pouvoir tromper, comme l'a dit Aïcha. C'est ça surtout l'objectif de cette campagne-là. Elle a déjà commencé, bon, le gouvernement entend le faire sur tout le territoire national. Elle commence par Abidjan et je pense que ça va donner l'effet en fait véritablement escompté. Comme l'a dit l'autre, on a plus besoin de responsabilité pour le citoyen et on a plus besoin d'engagement dans cette sensibilisation-là, afin que les Ivoiriens puissent comprendre qu'en fait l'outil réseau social, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas un poison. C'est plutôt en fait un élément de communication positive, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, et puis en général, on retrouve les activités, les actions, etc. Liées à cette campagne-là derrière le hashtag en ligne tous responsables qui s'affiche sur l'écran. C'est très bien. Les élections approchent, l'élection présidentielle approche. Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, tout le méta pourrait, s'il n'est pas un TikTok, s'il n'est pas bien utilisé, pourrait être un danger pour ces élections, donc en matière de troubles dans notre pays et tout ça. On peut aller dans le détail avec vous. Oui. Qu'est-ce que cela pourrait donc causer? Oui, on l'a vu. Quel est le danger? On l'a vu que seulement une simple vidéo qui n'était pas datée, on ne sait pas d'où elle venait, où on estimait que des Ivoiriens étaient maltraités au Niger, parce que cette vidéo est devenue virale. Des magasins ont été cassés, des gens ont perdu leur commerce, des gens ont été bastonnés, etc., des Nigériens en Côte d'Ivoire, avant qu'on se rende compte qu'il n'en était rien. Donc voilà, une vidéo elle peut être sortie d'un contexte, et puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut créer des voix, des images. Il y a même ce qu'on appelle les deepfakes aujourd'hui, là, avec l'intelligence artificielle. Donc vraiment, il faut extrêmement faire attention. Et deuxièmement, on est dans un pays qui sort de crise. On a connu la crise, enfin le coup d'État de 2002, la crise en 2011, en 2020, à la faveur de l'élection, on a eu la désobéissance civile, etc. Donc on est un pays qui a été constamment à l'approche des élections, ou bien à la période, à la faveur des élections martyrisé, a connu différentes crises. Et si à ces crises que nous connaissons déjà, il faut ajouter une crise qui prendra ses racines dans les réseaux sociaux, je trouve que ça risque d'être catastrophique. Donc effectivement, il faut s'assurer d'avoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. Et surtout, le plus important, c'est de vérifier les informations. Parce que tout part de là. Cette campagne en ligne, c'est bien, donc hashtag en ligne, tous responsables. Et le slogan donc lancé, c'est bien, donc stop aux sorciers du numérique. Le sorcier, c'est celui qui propage de mauvaises nouvelles, celui qui porte accusation à tout va, donc sans raison. Si vous colportez ce qui n'est pas vrai, vous êtes un sorcier. Évitez d'être sorcier du numérique. Donc il y a des sanctions. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues par rapport à ça? Oui, bien sûr. Il y a des sanctions qui sont prévues déjà. On a une police même qui est dédiée à ça. On connaît la PLCC qui est très active sur les réseaux sociaux en termes d'enquête, d'investigation. Si vous remarquez par exemple que vous êtes piraté ou que vous êtes victime d'une quelconque forme d'infraction qui est faite à partir du numérique, vous pouvez porter plainte au niveau de cette police-là qui va investiguer et puis qui va... le dépôt de plainte est gratuit au niveau de la PLCC qui va investiguer et qui va traduire les auteurs en justice. Après, ce sera le rôle de la justice, justement, de les sanctionner. Et comme je le disais, la sanction est la même à la fois pour les auteurs des fausses informations que pour ceux qui relaient ces informations. Donc, simplement partager une information qui est fausse peut vous envoyer en prison. Oui, je trouve ça très bien, parce que partager, c'est tellement facile, mais c'est pas parce que c'est permis que c'est utile, en fait. Je veux dire, quand on partage quelque chose, on a une responsabilité aussi. Il faut que les gens comprennent que la vie numérique est la même, puisque c'est nous qui sommes sur le numérique, est la même que la vie qu'ils vivent normalement. Et donc les sanctions, peut-être quand elles seront les mêmes, peut-être que ça aura un déclic, beaucoup plus que ce qu'on dit là. Avec si je dis à Aïcha que Gandhi a décidé de quitter le talk sans vérifier, Aïcha propage l'information et ça s'avère faux. Aïcha est coupable, comme moi, d'avoir vendu une fausse information. Non. C'est cela. Aïcha, cette information ne pourra jamais être vraie parce que tant qu'il y aura des filles claires sur ce plateau, on ne quittera jamais le talk. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Moi, je vais passer un message. C'est normal. Moi, je vais passer un message. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui se disent en fait influenceurs, parce que c'est important. Il n'y a pas que propager les fausses informations, même diffamer, même injurier, c'est important. Tout à fait. Quand vous profitez du méta pour injurier quelqu'un, pour diffamer, accuser à tort, c'est important. Pour toutes ces personnes qui se disent aujourd'hui influenceuses, parce que c'est la mode, en fait, c'est l'occasion pour elles de se discipliner et de donner des informations vraies, même sur la vie privée des gens. Voilà. Parce que vous parlez, vous accusez à tort, mais assumez aussi après. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Mais je ne sais pas si on peut en parler, parce qu'il y a toute une économie d'influenceurs soi-disant qui est basée sur des fake news. Les gens ne savent même pas de quoi ils parlent, ils lancent des rumeurs et ils sont sur des directs pendant des heures et des heures
sur du vide. Donc la culture du vide, moi je dis non à ça. J'encourage l'excellence, j'encourage la profondeur intellectuelle, la rigueur. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui regardent ça aussi. Donc la consommation est politique. Faites attention à ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Très bien. Il y a 3 lois en Côte d'Ivoire hein, qui condamnent tout ceci. Hein. Donc, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la presse et la loi sur la communication audiovisuelle. Faites attention à tout ce que vous propagez, vous partagez sur les réseaux sociaux. Il y en a qui payent leur passe pour partager. Ils sont assis, ils font information, ils partagent. Lâche un petit commentaire. Si tu partages, c'est que tu es d'accord. Tu as participé à créer cette désinformation-là. Si tu as partagé qu'à Bobo, la guerre a commencé, on va venir t'attraper pour te mettre en prison si on ne veut plus vivre ce que nous avons vécu par le passé. Hein. Donc, il ne faut pas participer à nous ramener tout ceci, sorciers numériques. D'accord? Voilà, c'est très bien. Arrêtez hein, les sorciers numériques, soyez délivrés. Les sorciers numériques, tu soyez regardes délivrés. Je n'ai pas regardé Gandhi, c'est toi qui regardes Gandhi. Je n'ai pas regardé Gandhi. Soyez délivrés de votre sorcellerie. Poursuivons tout de suite avec, pour parler du grand club, peut-être le meilleur en Côte d'Ivoire, avec l'info sportive. Il y en a qui vont m'en vouloir hein, pour cette transition sur ce plateau. Il y en a qui vont m'en vouloir. Quand j'ai parlé du meilleur club en Côte d'Ivoire, c'est l'Africa Sport d'Abidjan qui quitte les profondeurs de la division 3 pour remonter, de la division 2, pardon, non, pour 3, remonter donc, en première division, en première ligue. C'est effectif. Hein. La Côte d'Ivoire pourra jouer contre la SEC pour qu'on vive les derbies que nous connaissons en Côte d'Ivoire et qui ont commencé à nous manquer. Un SEC Africa qui pourrait remplir le Félicia ou encore Ebimpe. Arnaud, qu'est-ce que tu penses de ce retour de l'Africa? Je t'ai dit de ne pas me poser question sur l'Africa. Non, je trouve que c'est bien parce que après l'Africa perdra régulièrement contre la SEC. Donc ça c'est même pas un débat. Mais c'est bien que l'Africa revienne en première division. L'Africa se targue d'avoir le plus grand nombre de supporters, etc. On les verra en première division. Ils sont montés en première division de façon assez difficile. Hein. On sait comment ça s'est passé, des matchs rejoués, etc. Mais bon, on ne va pas refaire la polémique. Ils sont en première division, ils se rapprochent de la SEC. La SEC demeure le meilleur club en Côte d'Ivoire. Hein, on ne parle pas de la SEC. En fait, ce sujet concerne la fête de la montée en première ligue de l'Africa Sport. On ne parle pas de notre club ici. Donc, est-ce qu'on peut parler justement de cette fête qu'organise? Ça a été annoncé par le président Kuyo. N'est-ce pas? Oui, ouais, je suis sûr que le président Ounien sera à cette fête. On viendra les soutenir, en tout cas nous les actionnaires. Et puis, bonne Ligue 1 à eux. On espère que l'année prochaine, ils ne vont pas redescendre, mais ça me donnerait qu'ils restent en Ligue 1 pendant plus d'un an. Non, moi, ce que je veux dire, le grand rival de la SEC est venu en fait équilibrer les choses. Voilà, le grand rival de la SEC est l'Afrique. C'est plus objectif. Voilà, est venu équilibrer les choses. Ça va donner plus de crédibilité à notre championnat. Ça va corser en fait les choses. Et puis, je pense que ceux qui croyaient avoir le monopole vont sentir, en fait, comme on le dit, un garçon devant eux, en l'occurrence l'Africa. Oh et il faut déjà saluer le président Kuyo qui a fait un travail quand même remarquable, parce que l'Africa, après 3 années, qui arrive aujourd'hui à la division première, c'est à saluer. Mais je pense qu'on va connaître les ambiances qu'on a connues par le passé, où on avait les grands derbies. Et déjà, ça va faire bouger aussi les choses à tous les niveaux, parce que la SEC saura qu'elle n'est pas le seul véritable champion sur l'échiquier national. De toute façon, cette année, ce n'est même pas la SEC qui est champion. Hein. Oui, justement. On aime ce club pour son organisation, pour toutes les infrastructures donc, autour de ce club. Bon, tous les autres clubs en Côte d'Ivoire devraient prendre exemple sur la SEC, que nous respectons énormément, mais ça c'est vrai. Hein, mais toujours est-il que l'Africa monte en première division, finalement, et il y a des clubs qui vont déchanter ceux qui ont cru que c'est eux qui dominaient donc, le championnat de Côte d'Ivoire. Bon, c'est le 31, je te rappelle, c'est le 31 août, cette fête qu'organise le club. Mais moi, honnêtement, j'aime beaucoup le foot, mais je ne regarde pas encore bien au niveau national, le championnat ivoirien. Donc je vais bien m'intéresser à ça maintenant. S'il y a du spectacle, tant mieux. Et par contre, j'aime le rouge. Donc du coup, j'ai un parti pris un peu. Voilà. Très bien. Voilà. C'est une très belle couleur. C'est la couleur de la gagne. Je peux te rassurer que tu n'as rien manqué. Même si tu regardais la Ligue 1, bon, ils ne sont même pas en Ligue 1, c'est maintenant ils viennent d'arriver. Donc tu n'as rien manqué en fait. Merci, tu les as pas manqués. Voilà. Si on m'avait dit que c'était une compétition entre la SEC et l'Africa pour ce sujet-là, je ne sais pas. Bon. Et je rappelle, le 31 août prochain à Abidjan, pour célébrer sa montée en Ligue 1. Donc, le leader de la Ligue 2. Il était leader, donc ce club de la Ligue 2. Certains ont fait mains et pieds pour que ce club reste en Ligue 2. Mais bon, il y a un Dieu
pour les vainqueurs. Donc, Malgré tout, ils n'ont pas pu. malgré tout, Ils n'ont pas pu. l'Africa est monté, Voilà. effectivement, donc, en première division. Oui. Je tiens à D'accord. préciser que récemment, la SEC a eu son assemblée générale et qu'on a fait le bilan des Mais acquis de la SEC. dis donc, Voilà. mais dis donc. Juste pour info. Quelle est cette intrusion? Quelle est cette intrusion? Pour ou contre le fait que la montée de l'Africa en première division, ça c'est les panonceaux donc vous allez soulever, pour ou contre le fait que la montée de l'Africa en première division va rehausser le niveau du championnat? Qu'est-ce qu'il a? Aïcha est d'accord? Oui, évidemment, la concurrence, ça a du bon. Donc, on voit bien qu'il y a une petite concurrence qui est saine. Après, on a l'impression qu'il n'y a que 2 clubs ici en Côte d'Ivoire, mais c'est les principaux. Pourtant non, tu sais la SEC dont on parle n'est même pas premier, ni deuxième, ni troisième, ils sont cinquième de ce championnat de Ligue En tout cas, 1 je suis qui vient de s'achever. Donc tu vois, il y a des clubs, il y a le Stade d'Abidjan qui est très excellent par exemple, qui est en train de faire une grande réforme autour de son organisation. Ouais. Il y a d'autres clubs qui sont, il y a OSA, il y a plein de clubs qui sont très excellents en Côte Ils ont d'Ivoire. des supporters moins Qui ont des vigoureux, c'est voilà, ça. voilà. La SEC est un club historique, l'Africa est encore plus historique que la SEC, donc tu comprends pourquoi il y a tout ceci. La SEC est bien structurée, l'Africa a plus de supporters. Très bien. c'est à D'accord. voir. Très bien. Donc, d'accord que la montée de l'Africa va. Oui, mais bien évidemment, quand il y a la concurrence, en fait, c'est le consommateur, en fait, je veux dire, c'est les supporters qui gagnent, c'est le peuple, en fait. Mais cette fois, il faut qu'il y ait en fait de la concurrence avec beaucoup d'art, parce qu'on veut regarder du spectacle, on veut regarder du beau, en fait. Voilà. D'accord. Je pense que c'est sur cette note que nous allons aller au journal Pas télévisé. d'accord, hein. Je ne suis pas d'accord, pas d'accord. Allons au journal, mais je ne suis pas Nous d'accord. allons au journal télévisé. On se retrouve juste après. Vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre, vous regardez le talk des vacances. Je suis Eric Landry pour vous servir depuis le début de ces vacances. Et puis avec moi sur ce plateau, Aïcha Crépi est bien là. Arnaud Gouy est là aussi. De la SEC. Gandhi Cuyer de l'Africa est bien là aussi. Et puis, on a mis au repos Ryan Assi, c'est pas grave. On va la retrouver très certainement demain dans cette émission. Mais juste à côté donc, de Gandhi Cuyer, quelqu'un nous a rejoint, c'est bien Madame Blé, donc Merlène Kofi, épouse Blé, présidente du comité d'organisation du Comité. Oui, Voilà, du Comité. Comité. d'organisation du concours Miss Tourisme Côte d'Ivoire. Très bien, merci d'être avec nous sur notre plateau. Justement, nous allons parler avec vous de ce concours Miss Tourisme qui s'est tenu il n'y a pas longtemps donc en Côte d'Ivoire. Oui. Et malheureusement, vous n'êtes pas venu avec la Miss, c'est pas grave. Vous-même, peut-être que vous êtes plus belle que la Miss, on ne sait pas. Merci beaucoup. D'accord, très bien, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. D'accord, mais on va parler intelligence artificielle Très tout bien. de suite avec le fait du jour. L'intelligence artificielle au secours des handicapés moteurs, handicapés, de l'handicap, en Côte d'Ivoire, handicap de façon générale. On va rappeler qu'il y a le lancement de la campagne Inclusion 360, l'importance de l'usage de l'intelligence artificielle pour personnes en situation de handicap. On en parle sur ce plateau. L'intelligence artificielle, quel apport? Comment vient-il au secours des personnes en situation de handicap? Oui, alors on a vu pendant la CAN notamment que les personnes atteintes de handicap au niveau visuel ont pu suivre les matchs comme nous, avec une technologie de lecture en braille. C'est génial. Et on a vu le sourire sur leurs lèvres, on a vu une joie qu'elles ont pu manifester. Donc on a parlé tout à l'heure de l'IA, donc l'intelligence artificielle, comme un outil de propagande en fait. Mais ça peut être aussi une très bonne chose. La technologie n'est pas mauvaise, c'est pas notre ennemi. Il faut l'utiliser à bon escient. Et dans ce cas-là, je trouve ça très louable en fait que des personnes à qui il manque un handicap sensoriel important puissent utiliser comme nous, regarder comme nous, les rendez-vous importants. Très bien. Oui, je trouve ça très intéressant que la technologie puisse aider à vivre mieux avec un handicap parce que c'était difficile avec les technologies passées. Lorsque vous souffrez d'un handicap particulier, vous étiez privé d'un certain nombre de services, de technologies, d'événements, etc. Et donc, qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle vienne au secours des personnes qui présentent un handicap moteur, je trouve ça très intéressant. Et puis, on a différents types de technologies aujourd'hui. On a le voice-over qui permet, qui est un lecteur d'écran intégré sur les smartphones. On a les TalkBack, le Siri sur le iPhone que les gens connaissent. Et puis, on a une variété de technologies qui permettent même à des personnes qui ont des handicaps de motricité de pouvoir retrouver l'usage, de pouvoir en tout cas marcher. Donc, je trouve intéressant cet usage qui est fait de l'intelligence artificielle. C'est un bel usage en tout cas. Oui, véritablement. Gandhi Cuyer. Déjà, l'intelligence artificielle, comme on le dit, l'IA,
aide les personnes qui sont en bonne santé. Donc, quand on essaie de mettre ça au niveau des personnes handicapées, c'est véritablement une action à saluer. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Malik Fatiga, qui est le président de cette ONG, Inclusion 360, qui a décidé en fait de venir en aide à ces personnes handicapées, principalement aux malvoyants, à travers tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Parce que à travers cette situation, aujourd'hui, les personnes handicapées ont la possibilité d'être au même niveau que les personnes qui se portent bien, en fait, qui ont toutes leurs facultés mentales, physiques, voilà. Et la technologie, elle est à saluer parce qu'ils rentrent dans un monde virtuel où ils se croiraient dans un monde véritablement réel. Donc déjà, c'est bon. Et c'est à travers ça, l'Inclusion 360 veut aller au-delà des frontières d'Abidjan pour couvrir tout le territoire national. Après Abidjan, à partir de septembre, pour couvrir tout le territoire national, pour rendre heureux en fait, toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes facultés mentales, physiques que nous, qui sont un peu défavorisées. Ça peut être les malvoyants, ça peut être au niveau moteur, comme on le dit, ainsi de suite. Je pense qu'on doit promouvoir ce genre de choses-là en Afrique. Parce qu'en Europe, c'est déjà bien développé, mais avec la Côte d'Ivoire. Et voici pourquoi il faut saluer vraiment Inclusion 360. D'accord. Quel est votre point de vue là-dessus, Merlin Kofi? Je suis d'avis avec tout le monde sur le plateau. Moi, je pense d'ailleurs que ça a un impact au-delà de ce qu'on est en train de dire. Moi, je pense que c'est bien plus au-delà, c'est-à-dire que on peut parler ici de résoudre le problème social, en fait, de position d'appartenance dans la société, parce que souvent les personnes handicapées sont lésées. Ils sont vraiment lésés, ils se sentent un peu isolés de la population parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas, je ne peux pas dire normaux, mais je veux dire qu'ils sont un peu différents, ils se sentent marginalisés et ça peut venir vraiment résoudre ce problème-là. Et ça va créer une société vraiment où tout le monde va se sentir à l'aise. Moi, je pense que c'est une idée très, très ingénieuse. D'accord. C'est une société plus équilibrée qu'il faut créer en utilisant l'intelligence artificielle à bon escient. Exactement. C'est l'utiliser à bon escient. Oui. C'est pas remplacer les visages des autres sur des faits, sur des méfaits. Non, pas du tout. Donc il faut pouvoir le faire. D'accord. Nous allons saluer la structure, cette ONG qui a eu cette belle initiative. Si l'occasion se présente, on va peut-être vous inviter sur notre plateau pour nous donner beaucoup plus de détails. L'ONG Inclusion Plus, Côte d'Ivoire Inclusion 360. Grand merci, mais bravo pour cette initiative. Et ça va peut-être titiller tous les accompagnateurs, tous les sponsors, pour les accompagner à le faire, à motiver toutes les entreprises à faciliter l'accès de leur siège aux handicapés, aux personnes en situation de handicap. Il faut le faire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, il faut viser l'Afrique. Et même au-delà de l'Afrique, il faut viser le monde. Il faut encourager absolument l'innovation. Les investisseurs investissent justement dans ces choses-là. C'est ça qui ferait qu'on va marquer notre place aussi à l'échelle mondiale. Très bien. On y va pour notre invité, l'invité du soir. Merlin Kofi, épouse Blé, est présidente du COMITSI, Comité Miss Tourisme World, et non Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Et c'était laquelle édition? Nous étions à la 2e édition. D'accord. Ça s'est bien passé d'ailleurs. On était au Radisson Blu Hotel à l'aéroport. Et on était même en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, que je salue au passage. Et donc, je peux dire que l'événement s'est tellement bien passé. On a eu 20 filles représentantes des 20 régions de la Côte d'Ivoire sur les 31 régions. On a eu également plus de 300 invités, dont 10 étaient vraiment des pays internationaux qui sont venus. Il y a eu même la présence de la Miss Tourisme World Cameroun, que je salue aussi, Germa Perpétue. Franchement, c'était vraiment un brassage culturel. Très bien. Et on a appris beaucoup d'autres cultures, mais davantage, on a plus valorisé notre culture. Justement, j'allais en venir à cette question, c'est bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander comment cette organisation, cette initiative va concourir à promouvoir le paysage touristique en Côte d'Ivoire, le tourisme en Côte d'Ivoire, le secteur. Une petite bombe que je vais lancer. Moi-même, j'ai été Miss University Côte d'Ivoire 2017 et j'ai eu la chance de voyager. Et j'ai voyagé dans des pays où le tourisme avait vraiment sa place, était vraiment imposant. L'économie vraiment se posait sur le tourisme. Et j'ai pu constater un peu comment les choses se passaient. Et quand je suis revenue, j'ai pris attache avec des instances internationales qui étaient concernées. Et aussi, j'ai pu comprendre également avec la CAN que le tourisme avait vraiment
une valeur ajoutée pour le renforcement de l'image même du pays à l'étranger et puis aussi au niveau de son impact économique également. Donc, je me suis intéressée et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, notamment prendre des licences pour être en règle et tout ce qui va avec. Et ensuite, j'ai pu instruire ce concours-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser un tel concours qui s'organise déjà à l'international. Et c'est une première ici. D'accord. Donc ce concours fait partie d'un réseau. Félicitations déjà pour l'initiative, le tourisme. Merci beaucoup. Ce concours fait partie d'un réseau de Miss, c'est bien ça. Lorsqu'on devient Miss Touriste Côte d'Ivoire, est-ce qu'on rejoint un réseau? Parce que vous avez parlé d'une Miss du Cameroun. Oui, on rejoint un réseau, mais je dirais que là n'est pas le physique ou l'identité de la personne. Ce qu'on cherchait, c'était plus une personne qui était capable de pouvoir défendre nos valeurs à l'international. On a accentué sur les femmes, et parce qu'on parle aussi de tout ce qui est développement de la femme, insertion de la femme et tout, parce que dans le tourisme lui-même, il y a plus de 50% de femmes qui sont actives dans le secteur. Donc, on utilise la beauté, on utilise la femme pour mieux véhiculer le message, c'est-à-dire de faire la promotion du pays sur tous ces aspects. Oui. C'est peut-être l'occasion de revenir sur les critères. Moi, je voulais demander... peut-être aussi, oui. Exactement. Les critères. Exactement. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, dans ce concours-là, les Miss de ce concours des autres concours de Miss? Quels sont vos critères de choix? Exact. Chez nous, la femme est belle sur tous les plans. On n'a pas vraiment de critères physiques. On a plus de critères intellectuels, on a plus de critères... C'est-à-dire, une femme, il faut qu'elle soit celle qui puisse défendre. Et nous, on prend les filles de 18 à 32 ans, qu'elles aient des enfants ou non. Et qu'elles soient mariées ou pas, c'est la disponibilité qu'on regarde. Mais au-delà, on veut vraiment créer des actrices de développement, des actrices, des femmes, des personnalités qui pourront nous apporter des investisseurs dans le secteur du tourisme. Moi, je voulais juste savoir comment est-ce que Miss Tourisme World Côte d'Ivoire représente la Côte d'Ivoire, donne envie de venir en Côte d'Ivoire, visiter la Côte d'Ivoire, investir. Ça se passe comment concrètement? C'est combien de temps l'élection? Elle est élue pour combien de temps et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous véhiculez en fait? Exactement. Merci pour la question. Je vous en prie, madame. Nous sommes partis d'abord sur la base d'organiser de manière nationale. L'objectif du concours, c'est de pouvoir inviter les pays internationaux en Côte d'Ivoire pour venir connaître la Côte d'Ivoire un peu comme ce qu'on a vécu avec la CAN. Donc, c'est d'inviter vraiment des pays du tiers-monde à venir en Côte d'Ivoire compétir, que ce soit les pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, etc. C'est ça le défi de notre concours. Et là, on est venu présenter un peu ce qu'on veut présenter pour l'international. Donc, on a, Dieu merci, l'appui du ministère, mais on veut aller encore au-delà en impliquant vraiment les investisseurs, les partenaires au niveau national, tout ce qui concerne les acteurs du tourisme et puis aussi les ambassadeurs. Nous, on a notre petite route au niveau international et on a besoin vraiment de l'engouement de la population, du ministère, de tous ceux acteurs du secteur, de pouvoir nous accueillir l'international chez nous. Quelles sont les retombées économiques donc pour la Côte d'Ivoire quand vous organisez un tel événement, cette initiative? Quelles sont les retombées économiques pour la Côte d'Ivoire? Dieu merci que je répète mes mots, Dieu merci qu'on a vécu la CAN. Il y a vraiment un grand intérêt économique dans cette affaire. Quand on organise un tel événement et qu'on invite des pays à découvrir la Côte d'Ivoire, déjà, je peux parler du volet médiatique. On ouvre une porte à l'étranger de pouvoir connaître la Côte d'Ivoire, une grande visibilité au niveau des médias. On a aussi le fait de pouvoir permettre à des personnes qui souhaiteraient connaître le pays et pouvoir même investir dans ce pays-là. On a aussi l'augmentation de l'employabilité, c'est-à-dire c'est un activateur en fait économique, un gros potentiel comme activateur économique pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire des chiffres clés parce que ça va dépendre aussi de l'engouement du pays et puis de la capacité du pays à pouvoir accueillir ce monde-là. Sinon, à l'étranger, ils sont ouverts sur la question. Vous avez un objectif beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Voilà.
avec Moi, ce concours. je veux savoir, Miss Kofi, pour ne pas dire Madame Blé. Voilà, déjà, Il faut dire Madame Blé directement. Oui, mais elle a été Miss, donc je peux dire Miss Kofi par le passé, parce bien. qu'elle a été Miss par le passé. Exact. Madame Blé, En fait, avec toi, on est tellement prudent que... Madame Blé. Moi, ce que je voulais savoir, quand vous sortez en fait de la Côte d'Ivoire, vous êtes allé vanter notre pays. Quelles sont les valeurs, bien, quels sont les aspects sur lesquels vous avez insisté pour vendre notre pays? Très bien. Il y a une petite nuance, c'est que quand on est ici, on se dit que vendre le pays, c'est juste parler de ce qu'on fabrique de manière artisanale, des choses comme ça. Les Blancs, ils vont bien plus au-delà. Ils vont bien plus au-delà. Ils souhaiteraient... Un récit national. Voilà, ils veulent connaître l'histoire. Ils veulent connaître l'histoire avant, même juste un produit. Je donne un exemple. Ça, c'est fait en bronze. Ils veulent savoir, celui qui l'a fait, s'il est handicapé, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a inspiré, c'est un peu ça. Et nous, on vient essayer de redimensionner l'image, en fait, de ce qu'on appelle ici, faire la promotion du tourisme. On va au-delà. On veut permettre à des personnes de venir vivre, en fait, les choses. Je donne un exemple encore, au zoo. On vient juste regarder les animaux dans les cages, mais ce que les Blancs recherchent, ou bien les gens à l'étranger recherchent, c'est de pouvoir être bien plus proche des animaux, comprendre leurs souffrances. Parce qu'il y a des ONG là-bas qui sont concernés par la santé des animaux, des trucs comme ça. Ils aimeraient bien aller au-delà, toucher les animaux. Donc, c'est plus du sensationnel que nous, on veut créer. Et voilà pourquoi on est en train de créer. Quand une Miss arbore, je veux dire, tous les bijoux, il est intéressant de savoir mais de quelle région de la Côte d'Ivoire on fabrique ce bijou, le pagne qu'elle porte, l'habit a été fait par quel couturier, quelle a été son inspiration et tout ça. Vous voulez rassembler tout ceci autour de votre organisation, de votre initiative. Alors, quelle est la feuille de route? Elle est élue. Elle s'appelle comment, la Miss? Elle s'appelle Yapo Fatim. Yapo Fatim. Qu'est-ce qui a joué en sa faveur? Je dirais qu'elle est charismatique. C'est une femme très posée, c'est une femme calme, douce et qui a une vision très claire de ce qu'on est en train de faire. Et donc, je l'apprécie vraiment pour ça. Et les autres aussi ont été sélectionnés, puisque comme Madame disait, quels sont les critères? Et les autres aussi ont été sélectionnés sur les mêmes critères, mais là, il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir se défendre sur le marché international. Voilà, donc tous les critères qui peuvent nous permettre de pouvoir mettre en avant la Côte d'Ivoire, tout ce que tu pourras apporter comme capacité pour pouvoir mieux défendre la Côte d'Ivoire à l'international nous intéresse. Donc moi, je pense que ça a été ça, sa particularité. Quelle est donc sa feuille de route pour revenir à la question? Sa feuille de route, disons son mandat. Voilà, c'est-à-dire durant son mandat, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Elle voyage, elle présente des produits de Côte d'Ivoire, des régions. Programme véritable. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Est-ce que c'est comme la Miss classique ou est-ce que c'est différent? C'est un peu différent. Elle participe d'abord tout très bientôt à une compétition Miss Tourisme Africa qui va réunir 21 pays de l'Afrique au Nigeria. Elle va aller le 21 septembre. Le 21 septembre. Elle va aller au Nigeria pour représenter la Côte d'Ivoire parmi tous ces pays-là. Et au-delà, c'est d'aller porter le message, de faire connaître le pays à travers ses tenues, à travers les représentations de tout ce qu'elle va démontrer là-bas. Et c'est ça, en fait. Mais après, quand elle revient, on fera un tour avec nos investisseurs qui viendront pour pouvoir circuler un peu partout dans le pays et voir comment proposer des opportunités aussi pour les entreprises locaux, pour pouvoir bénéficier aussi de cette ouverture qu'on est en train de créer. Très bien. Alors, de la première édition à la seconde édition aujourd'hui, vous observez une évolution ou vous pensez que pour le moment, vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts? Il y a une certaine évolution? Bon, on a vraiment... Satisfaisante? C'est très satisfaisant. Parce que je dirais qu'organiser un tel concours, c'est une première et ça réussit aussi très bien, ça s'est bien passé. Moi, je suis vraiment satisfaite. C'était de créer l'engouement autour de ce concours-là. C'était de vraiment créer de l'engouement autour de ce concours, de pouvoir attirer vraiment les gens à comprendre un peu ce que c'était. Et c'était une réussite parfaite. Et pour les prochaines éditions, on fera tellement grand encore. Donc, je ne sais même pas si vous serez prêts à voir ce qui va arriver, mais ça sera tellement exceptionnel que
Vous verrez le reste. On va en avoir de nouvelles. Oui, Ouais, oui. ça, c'est sûr. Oui, D'accord. Pour faire justement grand, comme vous le dites, on a besoin de partenaires. Vous avez parlé du ministère du Tourisme. Mais est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous accompagnent? Nous, pour le moment, au niveau local, on s'est penché sur la question, on a vu le ministère qui nous appuie de manière institutionnelle, mais on veut aller au-delà. Et donc, à travers ces genres de canaux, on annonce, on fait la promotion du concours qui s'organise afin de pouvoir maximiser les partenaires autour de ça. Miss Blé, pourquoi j'ai dit Madame Blé, je veux savoir, est-ce que dans vos conditions, la Miss, elle est bilingue? Elle parle haute langue en dehors du français? Des langues locales, par exemple. Merci. Je voulais dire, quand on dit bilingue, tout le monde pense directement aux langues étrangères. Voilà. Forcément, elle s'appelle Fatim Yapo. Il y a un mélange d'Atié, puis du Nord, de Malinké. Donc, elle représente vraiment dignement la Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas. Et aussi, au-delà, elle parle aussi couramment l'anglais, donc c'est un avantage. Mais on veut encore, comme je parlais d'impact économique aussi éducatif, on veut vraiment essayer de faire comprendre qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et il faut qu'on puisse aussi avoir notre mot à dire dans l'éducation pour aussi mettre nos enfants, ou bien je dirais nos petits frères qui viendront par derrière, de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe hors de la Côte d'Ivoire pour qu'on soit à jour. Ce n'est pas qu'on soit décalé. D'accord. Maintenant, comment ça se passe pour quelqu'un qui veut participer? Les Est-ce qu'il y a des présélections dans des régions? Comment ça se passe au niveau des Mais c'est présélections? directement la phase finale. Comment ça s'organise? Comme je vous ai dit, actuellement, on est en train d'aller doucement. On se concentre sur la Côte d'Ivoire nous-mêmes d'abord. Mais l'année 2026 sera ouverte. Donc, ça sera la participation des pays étrangers qui ont commencé déjà à s'inscrire. Les États-Unis, on a déjà un représentant pour les États-Unis, la France, la Turquie, la Belgique. Et puis aussi 10 pays africains. Et pour ce qui va venir, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire encore, on est en train, pour 2025, on a ouvert les inscriptions. Donc, toutes les filles qui souhaiteraient vraiment s'inscrire peuvent aller sur nos différentes pages. Facebook, par exemple, Miss Tourisme World Côte d'Ivoire. On tape Miss Tourisme World Côte d'Ivoire. Okay. Mais je peux bien prononcer, je dirais Miss Tourism World Côte d'Ivoire. Donc, c'est sans E, c'est en anglais. Ça y est, sur Facebook, Instagram, même TikTok, il y a un lien, il y a un petit bouton, un joli bouton inscription. Vous cliquez, vous avez la feuille de... Moi, si je veux titiller juste un peu, il y a déjà un concours de Miss Côte d'Ivoire qui existe. La Miss est déjà là pour être l'ambassadrice en fait de la Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir créé ce concours-là? Était-ce nécessaire en fait? Effectivement, c'est nécessaire parce que le bilan doit être concluant. Je veux dire en termes économiques. Je ne vais pas critiquer, mais moi, c'est mon avis. On propose des sommes, ça doit être des sommes par rapport au mandat. C'est cette somme qu'on débourse, ça doit être un investissement pour apporter à la Côte d'Ivoire des résultats lors des mandats. Et nous, on fera cette... Là, vous parlez de l'investissement sur l'organisation ou sur la Miss? Sur la Miss. Sur la Miss, d'accord. Parce qu'elle est l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'investissement qu'on fait sur la Miss, c'est pour nous apporter en termes économiques, en termes sociaux, tout. Et donc, moi, je pense que la différence ici, c'est que nous, on joue sur ça. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'elle a gagné gros, la Miss, cette année? Pas forcément. Elle a gagné un budget qui va lui permettre, grâce au ministre, qui a pris le tableau d'ailleurs, qui va nous permettre de pouvoir investir dans ces actions qu'elle va mener. Très bien. Merci, Miss. Miss, comme il a dit. Marlène Kofi, épouse Blé. Merci d'être venue, Madame Blé, sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité Miss Tourisme. World. Merci d'être venu. Et puis félicitations. Merci. Félicitations donc à la Miss. Rappelez son nom, Yapo Fatim. Yapo Fatim. Il y a des premières dauphines, première et deuxième dauphines. Oui. Et puis il y a des filles qui ont gagné des titres de meilleurs costumes, tout pour pouvoir équilibrer. On va vous dire bon vent. Souhaitez bon vent. Je vais revenir notre prochaine fois. Mais très bien, avant l'organisation. Okay, avant la tenue, pour qu'on puisse vous accompagner. Nous sommes un bon partenaire média, donc pour qu'on puisse vous accompagner. Merci à vous tous d'avoir regardé ce tour des vacances encore excellent férié. Reposez-vous bien. Demain, on retourne au travail. Vous avez compris? Merci de nous avoir regardé. On se dit shalom. Shalom. Bye bye.